Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International. Nous sommes à Libreville et nous recevons aujourd'hui comme invité dans notre spécial Gabon Désiré Nam. Il est journaliste chevronné, directeur de publication du journal Écho du Nord. Il est également président de la section UPF Gabon, l'Union pour la presse francophone, également le président national de Médias et Démocratie, qui est une organisation qui existe également au Cameroun. Bonsoir Désiré Nam. Et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Canal 2. Bonsoir Michael. Alors, vous avez suivi cette élection présidentielle. Je voudrais commencer par l'actualité récente. Le ministère de l'Intérieur a publié à nouveau les chiffres de cette élection présidentielle qui font du président de la République vainqueur avec 94,85%, différent bien sûr des résultats provisoires publiés dimanche dernier, le 13 avril précisément, qui donnait le président de la République vainqueur avec 90,35%. Est-ce qu'il fallait s'attendre justement à cette nouvelle publication, à ces nouveaux résultats de l'élection présidentielle? D'une certaine manière, oui, parce que, vous savez, les premières compilations vont donner un résultat global et après, il y a des PV qui continuent d'arriver et surtout qu'après le décompte, si on s'aperçoit que tous les PV ne sont pas rentrés et qu'il manque encore des PV, normal qu'on repasse à un ajustement. Et c'est ce qui s'est produit là. Donc, de toute façon, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé dans le sens où 90%, le plébiscite était là. Et moi, je m'attendais depuis des mois, depuis plusieurs mois, et ça je le dis à plusieurs personnes, à ce qu'il y ait un score flou. Et donc, sincèrement, je pense que c'était un ajustement. Oui. Oui. Et vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous attendiez à ce qui est un score. On y arrivera tout à l'heure. Mais il y a celui qui est considéré comme l'opposant principal, alors Claude Billy Binzé, qui crie à la fraude électorale. Il a parlé, je le cite, de mascarade électorale en évoquant, par exemple, certains de ses représentants qui ont été interdits d'entrer dans des bureaux de vote dans certaines localités du pays. Il a parlé également d'une campagne électorale dominée par un candidat qui a utilisé les frais de l'État pour mener sa campagne au détriment des autres qui n'avaient pas grand-chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Mascarade électorale? Pas de mascarade du tout. Pour une simple raison. Depuis le 30 août, il y a un plébiscite autour de cet homme. Depuis le 30 août. Moi, j'ai fait le tour du Gabon 4 fois depuis l'année dernière, depuis 2023. J'ai fait le tour du Gabon 4 fois. De décembre 2023 à récemment en janvier, j'ai fait plusieurs provinces. Et quelque chose se dégageait de toutes ces provinces-là, c'était on ne veut de personne d'autre. Il faut que M. Oligui continue le travail qu'il a si bien commencé. Parce que dès le 30 août, il a marqué les esprits avec une volonté de réaliser des choses pour le Gabon, de résoudre les problèmes des Gabonais. Et ça, les Gabonais ne peuvent pas être indifférents par rapport à ça. Et je crois que parler de mascarade, il y a d'abord ce plébiscite-là qui était réel, que les personnes qui crient à la mascarade ont vécu. La deuxième chose, on n'a pas connu en 30 ans une élection si bien organisée. Tout était clair depuis le dialogue national qui s'est tenu du 2 avril 2024 au 30 avril 2024. Je pense qu'avant ça, ce dialogue a d'abord été précédé de contributions de Gabonais. Des Gabonais qui ont dit ce qu'ils voulaient désormais faire, voire dans le corpus aussi bien constitutionnel, dans la loi fondamentale, que dans tout ce qui concourt à encadrer l'élection dans ce pays. C'était la volonté des Gabonais. À partir de là, je pense que ce qui s'est exprimé le 12 avril dernier est le fruit de la volonté des Gabonais. Donc on ne peut pas parler de mascarade. Quant à l'utilisation des moyens d'État, on n'a pas vu l'actuel président, le président élu, on ne l'a pas vu un seul instant pendant cette campagne dans un
véhicule de l'État. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand il sort de la ville, il est dans des voitures ordinaires, banalisées, qui sont ses voitures propres. Il ne touche à aucune voiture de l'État. C'est dire le respect qu'il a de la chose publique. Et les avions, on a vu les avions dans lesquels il voyageait, ce n'étaient pas des avions estampillés République gabonaise. Peut-être que les personnes qui parlent de la mascarade, notamment le candidat malheureux, qui était le principal opposant, peut-être qu'il devrait d'abord réviser ces informations. Parce qu'en réalité, quand on va à une élection, il parle de domination par le candidat, le principal candidat. Mais je suis désolé, quand on décide d'aller à une élection, on se prépare en conséquence. Surtout une élection au Gabon aujourd'hui. Une élection au Gabon aujourd'hui, ça demande de gros moyens. Surtout de surcroît une élection présidentielle. Ça demande de gros moyens. Oui. Et si on ne les a pas, on ne s'azarde pas l'aventure. Vous avez sillonné le pays, vous venez de le dire tout à l'heure. C'est dit que vous avez été témoin de ces élections, témoin sur le terrain justement. Quelle est votre lecture générale, Désiré Enam, du déroulement du scrutin, notamment en matière d'organisation, de mobilisation citoyenne et de climat général? En parlant de mobilisation citoyenne, on a quand même vu un peuple gabonais grandement mobilisé. Les chiffres du ministère de l'Intérieur parlent d'un taux de participation de plus de 70%. Quelle est votre lecture? En toute objectivité, il fallait s'y attendre. C'est comme je le disais sommairement dans mon intro tout à l'heure. Depuis le 30 août, le Gabon vit quelque chose. Vous savez, il y a eu pendant 30 ans, 33 ans je dirais, une volonté de rupture avec le système Bongo. Une réelle volonté de rupture. On a vu en 2016 des jeunes Gabonais qui sont tombés, on les a comptés par dizaines, abattus par la milice qui servait le pouvoir à l'époque. On a vu cela. Et je crois que le 30 août, quelque chose s'est produit, c'est quand on annonce le coup d'État que les Gabonais aiment bien appeler le coup de libération. Moi, je l'avais surnommé à l'époque le coup de la restauration, la dignité des Gabonais. Dans mes premières interventions dans certains médias, c'était cela en réalité. Parce que le principe d'un vote, c'est quoi? Le principe d'un vote, c'est que je choisis la personne que je vais voir diriger le pays. Et ce résultat, le résultat qui est annoncé doit correspondre à mon choix. On ne peut pas avoir 80% de Gabonais qui décident de quelque chose et 20% qui l'emportent. Ça, c'est parfaitement ridicule. On a vécu ça sur des séries d'élections. Et je pense que ce qui s'est passé à cette organisation, d'abord au plan de la mobilisation, je prends votre question à l'envers, d'abord au plan de la mobilisation, c'était ça, c'était une forte attente, une volonté de rupture. On a vu des jeunes qui ont 25 ans, qui ont voté, qui ne votaient pas. On a vu des jeunes plus âgés qui n'avaient jamais osé se rendre à des urnes, ni même s'inscrire sur une liste électorale, qui depuis des mois, dès que les listes ont été ouvertes, sont allés s'inscrire. Parce que pour eux, ils disaient, le 12 avril, je dois être témoin de quelque chose. Et pouvoir raconter un jour à mes enfants que j'ai participé à la libération totale de mon pays. On a vu ces élans-là. Donc, il y a eu déjà quelque chose au niveau de la mobilisation qui était très forte, qui est partie du 30 août. On a vu les militaires, les Gabonais, main dans la main, danser ensemble. Et pour ce qui est de l'organisation, je suis désolé, c'est l'organisation, c'est l'élection la mieux organisée depuis qu'on a un cycle d'élection dans ce pays. Et de surcroît, par le ministère de l'Intérieur. Les gens ont crié que oui, voilà, bon, le ministère de l'Intérieur organisant les élections, on va arriver à des fraudes. C'était pas. Mais est-ce que c'était pas des aspirations, c'était pas des doutes légitimes, Désiré Enam, parce que certains avaient souhaité justement qu'on ait une commission électorale qui est créditée d'un certain nombre. J'ai envie de dire, de capital sympathie, qui est plus acceptable, une commission dotée de partisans de nombreuses formations politiques, mais que l'on confie l'organisation au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il n'y avait pas de raison, justement, que certains opposants, certains membres de la société civile aient des doutes sur l'organisation, que certains ont parlé d'un ministère de l'Intérieur juge et parti? Je vais vous surprendre. Vous savez quoi?
lorsqu'on parle de 93, à l'élection de 2023, c'était toutes des commissions dites indépendantes qui les organisaient, avec la présence des partis de la majorité et des partis de l'opposition à parité. Tout à fait. Mais on a toujours abouti à quel résultat? D'ailleurs, c'est la CEG qui a été dissoute, lors voilà, du justement, national. lors du dialogue national. Les commissions ont failli, je suis désolé. Je pense que l'expérience du ministère de l'Intérieur, c'est vrai qu'il y a eu des doutes, il y a eu, en passant, je sais que la toute première élection multipartite, les législatives de 90, avait été organisée par le ministère de l'Intérieur. On a vu ce que ça donnait. C'est normal qu'on ait ces doutes-là. Oui, mais le ministère de l'Intérieur a montré des capacités différentes de ce qu'ont démontré les commissions à l'époque. Une bonne organisation et une communication à chaque étape du processus. C'est ce qui a d'abord marqué les esprits. Parce que le ministre de l'Intérieur a communiqué sur tout, sur les listes électorales. Quand il y avait un petit doute, il venait à une conférence de presse, mobilisait la presse, communiquait dessus, à chaque étape. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un seul instant où il y a eu des doutes manifestés et on a vu un ministère de l'Intérieur qui est resté à fond. Non, il a communiqué, il a dit aux Gabonais ce qu'il se passait, comment l'organisation avançait et ainsi de suite. Je pense que ça c'est quand même l'une des grosses exceptions de cette élection. Et justement, je pose la question directement, vous avez cité tout à l'heure les autres élections qui se sont déroulées dans le pays, mais qu'est-ce qui a selon vous rendu cette élection-ci particulière et différente des précédentes que l'on a vécues au Gabon? Je crois la participation des Gabonais et l'implication de tous. Je parlais du dialogue national. Le dialogue national a défini le canevas et ce dialogue national a été organisé essentiellement par les Gabonais. Essentiellement par les Gabonais. D'amont en aval. Ensuite, il y a eu des commissions à l'issue de ce dialogue national qui ne se sont pas éloignés des aspirations des Gabonais. Et quand ça a voulu se passer, je pense qu'ils ont été rattrapés par la volonté du président de la transition de voir les choses correspondre à ce que les Gabonais voulaient, à chaque instant. Je pense que cette participation-là a rendu cette élection particulière. Et les Gabonais ont clairement manifesté qu'ils voulaient un autre pays, ils voulaient une autre gouvernance. Et ça part de là. Je pense que l'élément clé, l'élément central, c'est cet élément participatif-là. C'est-à-dire qu'on a vécu réellement ce qu'on peut appeler une démocratie participative réelle. Ok. Alors plusieurs innovations ont également été introduites, on en a entendu parler lors de ce scrutin, lesquelles ont, selon vous, porté des fruits concrets et quelles leçons les autres pays d'Afrique centrale, quand je parle d'Afrique centrale, on voit le Cameroun, justement, quelles leçons les autres pays d'Afrique centrale, le Cameroun notamment, peuvent tirer de cette organisation, de cette élection? Bon, moi je crois que comme innovation, je vais énoncer peut-être une fondamentale ou deux. Toi. Il y a d'abord le fait de l'affichage des listes, des PV après dépouillement dans chaque bureau. Les PV ont été élaborés et affichés devant les bureaux. Ça veut dire que tout le monde pouvait venir consulter ce qui en était de son vote. Ça, c'est vraiment la première clé de la transparence. Alors qu'avant, on prenait les PV, ils étaient rédigés et transportés aux commissions de centralisation. Alors, entre le bureau de vote et la commission de centralisation, tout pouvait se passer. Mais aujourd'hui, le ministère a dit aucun PV, certes les PV vont à la centralisation, mais on affiche. Et comme les PV sont et d'ailleurs, des copies sont remises aux représentants des partis politiques qui sont présents. Ça, c'est vraiment l'élément clé. La deuxième chose, c'est qu'en cas de contestation, la vidéo ou la photo était admise. Moi, par exemple, je suis allé dans plusieurs, j'ai fait le tour des circonscriptions de Libreville, à l'heure du dépouillement, différentes heures du dépouillement. J'ai systématiquement filmé dans ce qui s'est passé dans chaque bureau.
c'était, je pense que le témoignage le plus parlant, c'est celui des Gabonais qui ont assisté, qui ont vu les écarts criards qu'il y avait. Quand le président élu était à 200 voix, le deuxième venait avec 3 voix. On a vu ça dans beaucoup de bureaux. C'est pour ça que je me dis que quelque chose de nouveau s'est produit à cette élection en termes de nouvelles notions introduites pour garantir la transparence. Oui. Dont l'affichage des PV. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel que d'avoir accès au PV. Il n'y a rien de tel que le citoyen qui vote ait accès au PV directement. Ce qui n'existait pas avant. Je pense que c'est la clé de la transparence là. Deuxième élément. Bon, le deuxième élément, je voulais souligner rapidement, c'était un peu la possibilité d'abord une liste électorale qu'on dira fiable. Parce que bon, c'est vrai, il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau de cette liste électorale, en termes, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées, qui n'ont pas été sorties de liste électorale. Mais dans beaucoup de circonscriptions, cela a été souligné. Moi, j'ai vu, par exemple, dans mon village, dans la liste apparaissaient des personnes décédées. Et c'était les seules personnes qui ont créé l'abstention, en réalité, en quelque sorte. Bon, et c'était bien marqué que ces personnes étaient décédées. Ils ont souligné ça dans les PV qui en ont résulté. Bon, donc, moi, je pense que la tenue de cette liste électorale, le souci du ministère de l'Intérieur d'avoir une liste électorale fiable, a aussi contribué à faire en sorte que cette élection soit bien menée. Mais une autre particularité, Désiré Nam, que l'on évoque peut-être pas beaucoup, c'est ces bulletins. Dans les isoloirs, il n'y avait pas de poubelle. Donc vous avez une enveloppe avec deux parties, voilà. Exactement. Ouais. J'ai oublié, c'est vrai. Bon. C'est un détail très important. C'est un détail important. Oui. Pourquoi? Ça existait dans les autres années. Mais qui l'a supprimé, ce détail-là? C'est la concertation de 2023, de février 2023, qui était menée par l'ex-premier ministre candidat. Oui. C'est cette concertation-là qu'on supprime tous les éléments de transparence qui garantissaient un vote libre en réalité. Et là, le bulletin a été réintroduit, qui était une innovation introduite en 2006 par le défunt ministre André Mbobam, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Alors, chemin faisant, ils ont annulé ça. Et là, c'est revenu. Et vous saviez quoi? Ça dit qu'on comptait dans chaque bureau de vote. On comptait d'abord les nombres de bulletins qu'il y avait dans l'enveloppe, dans la poubelle, l'enveloppe poubelle. On devait retrouver, il y a 8 candidats, donc on devait retrouver 7 candidats systématiques, 7 bulletins systématiquement. Quand ce n'était pas le cas, c'était un vote nul. Systématiquement. Ok. Donc, ça, c'est un élément central également qui a garanti la fiabilité et la crédibilité de ce vote. Ok. Merci Désiré Nam. La dernière question, je vous la pose. À quoi doit-on s'attendre? Le Gabon de demain, l'élection a eu lieu. On attend justement que le Conseil constitutionnel proclame les résultats officiels de cette élection. Après quoi, on passera à la prestation de serment du président de la République. Et après, qu'est-ce que les Gabonais attendent de lui? Qu'est-ce que les Gabonais attendent de Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui a reçu un plébiscite de leur part? Oui. Avant de venir à cette question, il y avait un volet qu'on a omis. Qu'est-ce que les pays africains, les pays de l'Afrique centrale peuvent tirer de notre élection? Je pense que les aspirations des peuples sont les mêmes. Les aspirations des peuples aujourd'hui en Afrique, surtout on a une jeunesse très dynamique qui est très présente, qui constitue la majorité des peuples de l'Afrique centrale aujourd'hui. Je pense que ces jeunes-là veulent aller de l'avant. Ces jeunes-là veulent compter dans l'échiquier politique. Et la meilleure manière de compter dans l'échiquier politique, c'est de leur donner la capacité à participer à la décision. Et la manière de participer à la décision, ça commence par le bulletin de vote. Si on peut, l'élection du Gabon a donné cette leçon-là. L'élection du Gabon a montré que les Gabon, un pays, des citoyens peuvent participer sans contrainte. Okay. Je pense que c'est une des grandes leçons à tirer de cette élection. Moi, je ne dis pas que nous sommes toujours des pays en voie de démocratisation, mais ce qui s'est passé au Gabon, c'est un bond.
c'est un bond dans ce processus. C'est un bond vers une démocratie réelle, une démocratie participative, que d'aucuns appelaient de tous les vœux. Je me souviendrai toujours de Paul Mbabesol, qui appelait cette démocratie participative de tous ses vœux il y a des années, il y a plus de 30 ans. Et je pense que là, il est vivant, il a vécu ça, et je crois que son rêve a été accompli. Et quand il parlait du citoyen, il parlait de la capacité des jeunes à pouvoir être dans le processus. Et c'est ce qui s'est passé au Gabon. Et je pense que c'est une leçon que les autres pays africains, notamment de l'Afrique centrale, c'est une leçon à tirer. Et à mettre à leur actif, également, sans honte, okay? Sans complexe. Nous, on a bien copié les exemples venus d'ailleurs. On a copié on a une communauté de jeunes aujourd'hui qui s'adonnent à l'agriculture. Je pense que c'est le dynamisme camerounais qui nous amène à ça. Vous voyez, dans beaucoup d'autres endroits aussi. Donc, on n'a jamais eu, nous, ce complexe-là, à prendre ce qui est chez nos voisins. Je pense que ce serait aussi bien que nos voisins prennent ce qui vient de se passer au Gabon. Effectivement. Bon, maintenant, pour les attentes. Les attentes du peuple gabonais, elles sont nombreuses. Hein. Elles sont nombreuses. On a parcouru les rues de Libreville il y a quelques jours. On a discuté avec quelques Gabonais qui nous parlaient de l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, certaines routes qui ne sont pas en bon état. Il a du travail, il a du pain sur la planche. Alors, je vais vous prendre ce quartier dans lequel nous sommes. Toutes les rues de ce quartier, on va dire 80% des rues de ce quartier étaient défoncées. En 19 mois, elles sont toutes praticables. Je peux vous citer un autre arrondissement, un autre quartier qu'on appelle à Tongabé, où pendant 40 ans les rues étaient bouchées. Aucune voiture ne circulait plus. Pendant 40 ans, toutes les artères, je ne vous parle pas de 2 ou 3, c'est des dizaines d'artères. Aujourd'hui, toutes ces rues ont été aménagées. Je vous parle de Cap Caravane, par exemple, qui est un lieu de plaisance. Je pense que, je ne sais pas si vous avez fait un tour là-bas. Voilà. Alors, la route bétonnée que vous voyez, elle est très récente. Si vous avez chronométré, Cap Caravane, ça fait à peu près 4 à 5 km. Comme pratiquait à l'époque, il fallait 45 minutes avec un bon 4x4. Parfois, on laissait les 4x4 1 km avant. Personne ne pouvait plus avancer. En 19 mois, les gens font 5-6 minutes pour arriver à Cap Caravane. Donc, en fait, je crois que les Gabonais ont vu ce qu'il est capable de faire en 19 mois. Et il est conscient que les Gabonais attendent plus de lui parce qu'il y a d'autres problèmes structurels. Vous avez parlé de la question de l'eau, de la question de l'énergie. Et là aussi, il va vers des solutions progressivement. Il y a, par exemple, des trucs qui sont arrivés, qui ont branché pour un complément de kilowattheure dans le grand Libreville de 110 MW plutôt. Mégawatts, c'est actif. Okay? Mais il dit qu'il ne va pas s'arrêter là. Il faut que la couverture énergétique soit réelle. Il a résolu la question du Wellington en faisant un branchement, en prenant chez le voisin. Vous voyez, nous on se prend chez le voisin, sans complexe. Bon, donc il est conscient des attentes. Et lui-même, il a dit 94% de vote, ça veut dire 94% d'exigence des Gabonais. Les Gabonais qui attendent de lui de faire du Gabon leur rêve, de concrétiser leur rêve. Leur rêve d'emploi, leur rêve de santé, leur rêve de circulation sur de bonnes voies de communication, leur rêve d'une éducation meilleure, leur rêve d'une éducation, d'un enseignement supérieur meilleur. Je pense que c'est tout cela dont il est conscient et il a dit. Et je pense que c'est quelqu'un qui aime travailler, qui aime concrétiser les choses. Les Gabonais ont confiance. Merci à vous, Désiré Nam. Nous reviendrons pour faire le bilan dans quelques années. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Canal 2 International et Canal Presse. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir regardé cette autre édition spéciale Gabon sur Canal 2 International. Et à très bientôt sur cette antenne.